Donc effectivement, je tracerai ces 30 années de mutation en 4 points. Le premier étant bien évidemment la réglementation des marchés financiers qui a démarré au début des années 80, qui a eu un impact phénoménal sur les marchés immobiliers et donc par conséquent aussi sur les marchés fonciers, puisqu'elle a entraîné donc des cycles synchrones à l'échelle de la planète, des cycles immobiliers synchrones. C'était la première fois qu'on pouvait observer ça, avec des phases d'expansion et des phases de déclin. Les marchés immobiliers sont de ce fait devenus beaucoup plus instables, et ce d'autant plus qu'au même moment, les filières publiques d'aménagement s'affaiblissaient et que toutes les normes relatives par exemple aux aides publiques pour l'accession à la propriété, je pense au PAP par exemple en France, disparaissaient, et donc cette activité stabilisatrice, cet impact stabilisateur des filières publiques s'affaiblissant, le secteur privé est devenu majeur dans ce champ. Le deuxième, qui est un peu la conséquence, c'est la polarisation de l'investissement immobilier sur les grandes villes, et de façon plus récente, non plus sur les grandes villes, mais sur les centres des grandes villes. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des grandes agglomérations urbaines qui profitaient des investissements immobiliers. Aujourd'hui, avec la titrisation notamment de l'immobilier, ce sont plutôt les secteurs les plus attractifs, donc les centres, qui profitent de l'investissement au détriment même des zones périphériques de ces mêmes agglomérations. Donc on a une véritable fragmentation territoriale depuis une quinzaine d'années qui s'est introduite dans nos territoires, même y compris au sein des agglomérations, avec ces villes qui rivalisent aujourd'hui pour attirer l'investissement et les compétences. Autre point, ce sont les nouveaux cadres institutionnels qui régulent les marchés fonciers qui sont apparus, notamment les niveaux locaux de pouvoir ont été institutionnalisés partout. On a eu la décentralisation des compétences d'urbanisme en France, mais on a également, d'ailleurs dans toute l'Asie du Nord-Est, on a l'apparition même de niveaux locaux de pouvoir, et avec parallèlement une complexification des systèmes d'acteurs locaux, l'émergence des acteurs économiques, on vient d'en entendre quelques-uns, et puis l'émergence de la société civile également. Donc on est passé d'un gouvernement des villes à une gouvernance urbaine, et ça a un impact très important sur les marchés fonciers, puisque comme vous le savez, la valeur du sol est liée au droit de construire, et donc comme ce sont maintenant les niveaux locaux qui disent le droit à construire, eh bien il y a forcément une transformation donc de la façon dont la valeur du sol se crée. Un autre effet aussi de cette apparition des niveaux locaux, c'est le passage à un urbanisme de projet qui succède à l'urbanisme globalisant des années 70, qui introduit certes plus de flexibilité pour se conformer aux nouvelles normes de la mondialisation, mais aussi plus d'instabilité. En Europe s'ajoute l'intervention croissante de la Cour européenne dans le champ de l'aménagement urbain, avec des positions favorables au droit de propriété qui vont parfois à l'encontre de la volonté des collectivités locales de restreindre, d'intervenir, comme par exemple pour l'expropriation ou la prévention urbaine. Et puis pour finir, mais ça c'est plus récent, c'est la prise en compte de la donnée environnementale avec la thématique de la ville durable. On n'a pas encore vraiment de retour d'expérience là-dessus, contrairement aux autres points. Mais on voit se multiplier les éco-towns, les éco-cities, notamment en Asie orientale. En France, on a le Grenelle de l'environnement, mais le problème sera est-ce que le morcellement territorial permettra d'assurer au niveau technique notamment les exigences imposées par cette nouvelle loi. Voilà. Puis je voudrais finir par une idée reçue, l'idée de la rareté du foncier. Je combats un peu cette idée, même s'il est vrai que le foncier est une ressource limitée sur la planète, bien évidemment, et qu'il est rare dans certaines agglomérations, certes, mais cette rareté est devenue relative avec les nouvelles technologies de construction. On est capable maintenant de construire en hauteur, donc ça relativise quand même la notion. Et surtout quand on observe les marchés immobiliers, si je me réfère à un marché que je connais bien, celui du Japon, on observe que ces politiques liées qui se reposent sur l'idée de la rareté foncière sont des politiques souvent d'offres, donc de relance de l'offre foncière,
qui prennent la forme d'une déréglementation et qui donc sont très préjudiciables puisqu'elles sont procycliques. Elles ne font qu'exacerber les phases haussières. Et sont là tout à fait observées dans le cas de la bulle japonaise. Le gouvernement a souhaité déréglementer pour libérer l'offre foncière. Il n'a fait que provoquer, qu'aggraver la spéculation foncière. Et le résultat, c'est que dans la période qui a suivi, on a eu une abondance, une surabondance de terrain. Le pouvoir d'urbanisme, il reste dans les mains des collectivités locales. Le permis de construire est donné par le maire au nom de l'État, mais celui qui décide de rendre le terrain urbanisable, ce sont les collectivités territoriales. Donc je crois que ça, c'est un changement tout à fait fondamental. Le deuxième élément sur lequel je voulais réagir, je sais que vous aurez des questions, c'est que l'État est quand même demeuré un acteur important parce qu'il a fait tout ce qui était en son possible pour créer des outils qui vont permettre de rendre des terrains qui ont été décidés urbanisables, aménageables. Donc il y a une politique constante de l'État de créer des outils. Alors, ça a été dans le passé la FTRP, alors je vais évoquer bien évidemment Paul Delouvrier et sa mémoire, mais on aurait pu évoquer Pierre Racine et la politique foncière d'acquisition des terrains sur le Languedoc-Roussillon, qui a été un élément tout à fait exceptionnel et mené souvent de manière très subtile avec le concours de partenaires privés. Alors, une fois la première vague de l'établissement public qui est devenu maintenant l'établissement public de Normandie, et qui était celui de la Bassène, après l'établissement public Lorraine, on s'était un peu endormi. J'ai noté avec plaisir que depuis une dizaine d'années, on a relancé une politique et que l'État est présent. Il a fait ce qu'il fallait en liaison avec les collectivités locales pour susciter la création d'établissements publics fonciers. Il y en a maintenant à peu près dans toutes les régions où il y a une pression foncière importante, ou pour relancer également la création d'établissements publics d'aménagement, parce qu'il ne suffit pas de maîtriser le foncier, il faut aussi opérer la première transformation du produit, qui est celle de le rendre aménageable. Du point de vue des élus locaux et du point de vue aussi des établissements publics, le foncier, ce n'est pas fait que pour être bâti. Le foncier, ce n'est pas fait que pour faire du logement. Dans le regard qui est celui des maires et dans le regard qui est celui du conseil d'administration, qui, je le rappelle, comprend des élus, mais aussi les chambres consulaires, les représentants de l'État, la réflexion qui est portée sur ces territoires, c'est comment permettre aux villes de se développer, comment respecter les préoccupations citoyennes exprimées, par exemple, par le Grenelle de l'environnement, comment permettre que ce développement durable, qui passe par le développement économique si cher au président Vasseur, puisse être mis en œuvre en respectant la consommation de terre, en respectant les équilibres urbains. Les élus locaux ont quand même beaucoup progressé au cours de ces 20 dernières années sur ces préoccupations urbaines. Le maire de Roubaix depuis très longtemps, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que même dans les structures les plus rurales, dans les communautés de communes les plus petites, ces préoccupations, qui sont aujourd'hui des préoccupations citoyennes, elles sont rentrées dans les esprits. Bien sûr, il y a encore du travail, et le rôle de conseil, qui est celui des établissements publics, nous l'avons, nous, considérablement développé, parce que, évidemment, les petites structures n'ont pas de services, n'ont pas de moyens, et il est important que nous soyons des outils intelligents, et pas simplement des outils pour faire du portage foncier. Il n'y a finalement pas tellement de lieux où peuvent s'exercer ces confrontations d'idées sur l'aménagement urbain, sur le développement durable, sur l'organisation un peu macro-urbain de nos territoires. Et je souhaite qu'on soit capable de maintenir ce niveau de concertation et finalement niveau de concertation qui aboutit à des consensus.
On voit bien qu'à une époque, je dirais, je la placerais avant la décentralisation, où peut-être l'État avait des vraies stratégies, des vraies politiques d'aménagement du territoire et de projets. La décentralisation est arrivée. Je ne sais pas si c'est, j'ai pas fait de recherche précise, je ne sais pas si c'est le fait générateur, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans la plupart des collectivités, et dans trop de collectivités, et malgré la loi SRU, il me semble, quand on se balade un peu partout en France, qu'il y a beaucoup d'endroits où cette politique, cette stratégie manque encore. Alors, je parle en général, par contre, à l'inverse de ce que je dis, je peux vous dire qu'il y a des endroits, il y a des agglomérations dans lesquelles il y a aussi des vraies stratégies. On a, quand on parle de projet urbain et quand on s'occupe du problème du foncier, tout est toujours public. Et ça, c'est en France un truc que je trouve incroyable. Sachez que dans mon parcours, j'ai été directeur général d'aménagement d'établissements publics d'État, donc d'aménagement. Donc j'ai connu les deux côtés. Je vois toutes les qualités qu'il y a dans le public et je vois toutes les qualités qu'il y a dans le privé. Sauf qu'on est dans un pays où il y a un clivage, on se tourne le dos. Et en même temps, pourtant, quand on va à l'étranger, on s'émerveille, on dit dans telle ville, chez les anglo-saxons, c'est fantastique ce qu'ils font. Mais quand on revient en France, on revient dans nos clivages et on n'est pas foutu de travailler, je dirais, ensemble. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est, on a une boîte à outils, on a un regard, on a des savoir-faire, c'est d'essayer de forcer un peu ça auprès des acteurs publics pour leur dire, mais tentons de nous mettre autour de la table, tentons de participer, je dirais, en termes financiers, parce que notre métier, c'est bien entendu d'apporter des capitaux et de faire notre métier et de prendre les risques qu'on a à faire, mais on est aussi capable, on n'est pas plus bête que les autres également, de participer à la conception, de mettre en place des montages complètement nouveaux pour accompagner ces projets d'intérêt général qu'il y a. Donc c'est plus une question de culture, de posture, à mon avis, qu'il faut être capable de mettre en place pour pouvoir justement faire évoluer un peu les choses. Où je me souviens, il y a 5-6 ans, c'était la guerre, les bailleurs sociaux ne voulaient absolument pas que les privés viennent construire des immeubles selon leur cahier des charges. On voit bien que ça rentre dans les mœurs, les VFA se font. Donc je pense que ça, c'est des choses qui doivent évoluer, mais ça doit se faire dans la transparence. Et le foncier, il est bien au service de projets. De projets, quand on parle du logement, Dieu sait si en France, cette question du logement est une question importante. Quand je vois toutes ces zones, et notamment, on a travaillé dans le cadre du Grand Paris, toutes ces zones inondables en Île-de-France, c'est invraisemblable. Et c'est invraisemblable parce que, toujours de la même manière, vous allez en Europe et dans le monde, on a des réglementations qui n'interdisent pas ou qui ne restreignent pas, mais qui ont mis en avant le projet, qui ont mis en avant les enjeux et ensuite qui mettent en place le dispositif justement pour réaliser le projet tout en tenant compte de ce problème d'inondabilité. En France, c'est l'inverse. Vous mettez des réglementations, vous interdisez, vous restreignez et on ne fait pas. Pendant un demi-siècle, l'État français, les entreprises publiques ou parapubliques françaises, dans une logique parfaitement compréhensible, ont constitué des patrimoines importants de foncier, d'immobilier, etc. Bon. Ils ne l'ont pas fait dans une vision capitalistique. Ils l'ont fait dans une vision de gestion de l'État, de gestion de l'intérêt collectif. Pourquoi, au moment du reflux des États, du fait justement de circonstances différentes, faudrait-il que l'État, qui n'a pas acheté capitalistiquement, vende capitalistiquement? On aurait pu imaginer, alors je le dis parce que je sais que ce sera aussi impossible que la simplification de la réglementation. Donc je le dis, mais je pense que ça doit être dit dans une telle assemblée. Pourquoi n'y aurait-il pas eu, depuis par exemple une dizaine d'années, une politique avec un grand P, de réduction des actifs de l'État, des entreprises publiques et parapubliques, non pas dans une vision de gagner au coup le maximum d'argent, mais d'avoir une vraie politique foncière qui aurait pu en amont réduire le prix du foncier et soulager bien des problèmes. Hein, et c'est un financier qui le dit. C'est-à-dire que, de culture financière, je suis étonné que l'État adopte une politique de revente qui ne corresponde pas du tout à sa politique de constitution. Il y a incontestablement une particularité française vis-à-vis du foncier. C'est un problème éminemment politique locale, et nous vivons dans des représentations, dans des images qui rendent difficile, comme disait un bon auteur, il y a en chaque Français un affreux spéculateur ennemi du peuple et un petit propriétaire foncier méritant qui, au terme d'une vie de labeur, peut s'acheter sa petite maison. Et les deux coexistent en permanence. Le soupçon est toujours là. Il n'y a pas une bonne politique foncière. Il y a toujours le soupçon, c'est ce que les uns et les autres disaient, côté public,
comme côté privé. Ça rejoint ce que disait René Van Nierendonck, que le problème clé derrière, il accusait, je crois que c'est lui, la tyrannie du compte à rebours, en disant si on vend du mètre de carré de bureau à tel prix, alors on fait le compte à rebours et le foncier vaut tant. Et en effet, c'est la tyrannie si on fonctionne uniquement comme ça. Mais la clé, le prix du produit final, il est ce qu'il est. Et la question clé, c'est le partage, c'est la captation du plus-value, comment on le fait. Et là-dessus, je fréquentais pas mal de pays. La France a une difficulté à traiter ce problème-là. Et le parfait accord harmonieux entre les finances et l'administration de l'urbanisme et du logement n'a pas toujours facilité la réflexion sur ce point-là. Ça, c'est une question ouverte pour l'avenir quand je compare à d'autres pays étrangers. Je vois de plus en plus de maires qui ont la main gauche ou la main droite, c'est pas couleur politique, qui dit je vais distribuer, je vais tartiner du droit de construire sur ma commune, et mon autre main qui dit ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas construire, et surtout pas de HLM. Donc dans beaucoup de communes, je ne dis pas que ce soit le cas partout, mais il reste une culture en la matière de maire bâtisseur, maire battu, et le 20%, on s'en accommodera. La pénalité, c'est quoi la pénalité? C'est 10 € par habitant. Payer 10 € par habitant pour être sûr de ne pas avoir de HLM. Donc je le dis de façon un peu brute de décoffrage, ceci n'est pas absent dans un certain nombre de régions du pays. Je suis optimiste sur l'émergence localement de pouvoirs dans des grandes agglos où émergent des gens compétents qui ne s'encombrent pas à vouloir lire toutes les lois qui sortent. Donc il émerge beaucoup de choses en région. Ce que je déplore, c'est que l'immobilisme et la prolifération législative, dans un cadre dans lequel vous me permettez de finir en citant un ancien membre de l'ADEF qui s'appelle Edgar Pisani, qui a dit « J'ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique, économique et qu'une bonne dose d'ingéniosité suffirait à le résoudre. J'ai lentement découvert qu'il était le problème politique le plus significatif qui soit, parce que nos définitions et nos pratiques foncières fondent tout à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir, façonnent nos comportements. » Belle conclusion.